Всем привет, salut tout le monde. Moi je te parle de Yakoutsk, je m'appelle Rémi et je me suis installé ici dans l'extrême-orient russe il y a quelques mois. Et du coup on va parler aujourd'hui des voitures et des problématiques liées à la voiture à Yakoutsk. Alors ça là c'est spécifique à la ville de Yakoutsk qui est donc la ville la plus froide au monde. Alors c'est parti, on y va, поехали. Donc, comme tu peux le voir, conduire en Yakoutie c'est un peu spécial. Là j'ai un convoi particulier. Mes collègues de travail dans la voiture, au nombre de 8. Voilà, non, je plaisante évidemment. Mais on va parler justement des particularités liées à la conduite et au fait d'être propriétaire de voiture en Yakoutie, qui est donc la région habitée la plus froide de la planète. Alors, conduire en Extrême-Orient russe, et en particulier en Yakoutie, c'est assez particulier. Et il y a plusieurs raisons à ça. Il y a l'effet du climat qui oblige en fait les propriétaires de voitures à en fait adapter leur voiture justement aux conditions hivernales, qui sont vraiment très sévères. Et puis ensuite, il y a d'autres éléments, comme par exemple la conduite. Alors, pour ce qui est de la conduite à Yakoutsk, qui est en Extrême-Orient de façon générale, il y a plusieurs particularités. L'une d'elles, c'est dans les carrefours. Il y a un système assez particulier, assez déroutant quand tu es habitué au système européen. Mais je sais même pas comment le décrire avec des mots, quoi. C'est vraiment super bizarre, quoi. Des logiques vraiment très très spéciales. Et apparemment, c'est pas uniquement à Yakoutsk, c'est vraiment dans tout l'extrême-orient russe. Mais c'est un truc qui n'existe pas dans la partie européenne de la Russie. Pourtant, j'ai fait pas mal de bornes en voiture en Russie, donc dans la partie européenne. Mais ça, j'ai jamais vu là-bas, quoi. Donc, encore une fois, c'est assez difficile d'expliquer ça avec des mots. Il y a un monde, là. Tu vois, les bouchons, ça existe aussi à Yakoutsk. Là, on est en plein heure de pointe, il est 6h du soir. Putain, on n'avance pas, là. C'est quoi cette bagnole, là? C'est pas vrai. On est coincé encore. Alors un autre détail important, c'est de vérifier régulièrement la pression des pneus, parce qu'avec les changements de température, ça change aussi la pression des pneus. Et ici, la règle, c'est environ 2 bars, 2 bars 2, comparé à ce qu'on utilise en Laponie, c'est très peu. Là, je sais pas, j'arrête pas de... J'ai beau pomper, là, je sais pas pourquoi ça marche pas. Il doit y avoir une crevaison, je pense. Il va falloir que j'amène la voiture au chinomontage pour voir ce qui ne va pas. Alors tu vois, sur le pare-brise est doublé. Il y a un double pare-brise là qui est scotché avec un scotch spécial qui tient le froid. Et c'est pour éviter la buée à l'intérieur. Et la buée givre évidemment avec le froid. Donc c'est pour avoir un pare-brise propre. Pour les portières, c'est pareil pour toutes les vitres en fait. Pour éviter d'avoir de la buée à l'intérieur qui givre ensuite. Donc là tu vois, c'est une deuxième couche qui est posée là. Alors, le fameux garage Natacha n'est pas originaire de Yakoutsk ni de Yakoutie, mais de Oulan-Oudé, la capitale de la Bouriatie, à l'est du lac Baïkal en Russie, en Sibérie. C'est donc une étudiante ouzbek de Tachkent à qui est venue l'idée de faire un prototype pour aider son cousin chez qui elle habitait pendant les nuits froides d'hiver, au lieu de démarrer la voiture toutes les 2 heures. Et de fil en aiguille, ça s'est vendu aux copains, aux amis, aux connaissances, et puis de plus en plus dans différentes villes et régions, principalement de l'extrême-orient russe, principalement en Yakoutie évidemment à cause du climat, et puis même dans d'autres régions du nord de la Russie. Alors le nom de garage Natacha, pourquoi Natacha ou pas Olga, puisque c'est le nom de celle qui a inventé ce truc, s'appelle Olga Kim. C'est apparemment en fait le fruit du hasard entre une discussion entre copines, entre
voilà, que c'est arrivé, donc on sait pas trop pourquoi, mais bon voilà. Alors comme tu peux le voir, ça prend quand même pas mal de place, donc il y a deux solutions. Soit tu le mets dans le coffre et tu n'as plus de place dans le coffre, soit tu le mets sur le toit, il y en a qui se replient sur le toit, ou qui sont tout simplement roulés sur le toit et ensuite accrochés donc sur le porte-bagages du toit. Alors évidemment, cette sorte de garage portatif Natacha est bien moins cher que de louer un garage, mais ça a quand même un coût et ça coûte environ en moyenne 30 000 roubles, à savoir que c'est une moyenne et qu'il y en a pour tous les modèles de voitures, donc les prix sont aussi assez différents. Ouais, la voiture à Yakoutsk, c'est non seulement une technique un petit peu différente, mais c'est aussi un budget énorme. C'est un budget énorme, déjà parce que les voitures sont chères. Alors si je compare avec la Suède, alors tu m'excuseras de pas comparer avec la France parce que ça fait trop longtemps que j'y habite plus, donc ça m'est un peu difficile. Mais si je compare avec la Suède, le marché de l'occasion est beaucoup plus cher ici. Alors qu'en Suède, tu peux avoir des voitures d'occasion en super bon état pour vraiment pas trop cher. Et ici, c'est malheureusement pas le cas. Donc ça, c'est vraiment un gros point négatif. Après, bon, au niveau des pièces de rechange, bon, ça, c'est beaucoup moins cher qu'en Suède. Mais bon, c'est quand même un coût parce qu'il y a quand même pas mal de casse pendant l'hiver. Du casse, d'usure, de trucs comme ça. Donc ça, voilà, faut faire avec aussi. Pareil, on n'a pas trop le choix. Et ce que je voulais dire au niveau du carburant, alors le principal c'est l'essence. Après il y a le diesel et puis le GPL qui est aussi très courant. Il y a beaucoup de voitures hybrides, donc essence GPL. C'est assez courant. C'est d'ailleurs le cas de cette voiture là que je conduis là. Donc là, je conduis une Toyota Prado, donc un 4x4. Et le carburant le moins cher, c'est le GPL, qui coûte à peu près le tiers de ce que coûte l'essence, grosso modo, quoi. Donc pour une consommation à peu près égale, mais bon, c'est quand même beaucoup moins cher. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, en fait, roulent au GPL ou en hybride GPL essence. Encore un petit détail dont je voulais parler, c'est au niveau de l'assurance de la voiture. En fait, en Suède, je crois qu'en France, c'est un petit peu le même système qu'en Russie. Mais en Suède, en fait, n'importe qui peut conduire n'importe quelle voiture. Ça, c'est super pratique. En fait, du moment que tu as un permis de conduire, du coup, tu es assuré. Et puis le propriétaire de la voiture est assuré non seulement pour lui, mais pour la voiture elle-même. Donc la voiture, en effet, on peut dire sa propre assurance. Et donc tu peux prêter ta voiture à n'importe qui, et ça c'est super pratique. Alors qu'en Russie, c'est pas du tout le cas, et de mémoire, c'est aussi pareil en France, tu me corrigeras si je me trompe. Et du coup, en fait, il faut absolument... là, par exemple, quand moi je conduis cette voiture-là, j'ai les papiers de l'assurance là dans le comment ça s'appelle, dans le vide-poche, j'allais dire. Non, ça s'appelle pas le vide-poche, comment on appelle ça, enfin bref, tu m'as compris. Et du coup, donc, je suis en règle à ce niveau-là, c'est absolument obligatoire. Mais du coup, c'est un peu pénible dans certains cas, tu vois. Par exemple, je peux pas conduire la voiture de ma copine parce qu'il y a déjà elle et son frère qui sont sur l'assurance. Et on l'a pas fait à mon nom, en fait, parce que c'est tellement rare que j'ai besoin de sa voiture à elle, ou qu'on parte juste tous les deux en virée, parce elle déteste conduire, elle conduit assez mal, on va dire, parce qu'elle aime pas ça, en fait, tout simplement. Et du coup, moi, ça me ferait un plaisir de lui donner un coup de main à ce niveau-là et de conduire sa voiture, mais c'est pas possible, justement, à cause de ce problème d'assurance. Donc ça, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Donc pour l'instant, je n'ai le droit de conduire que cette voiture, ce qui est déjà pas mal du tout, ce qui me rend assez mobile. Attends, je vais changer de fil là. Oups. Alors là, pour l'exemple, j'ai pris l'une des voitures les plus courantes ici en Yakoutie, à Yakoutsk en tout cas.
La marque avec la tête de taureau là, Toyota. Enfin, je sais pas si c'est une tête de taureau, mais moi c'est ce à quoi ça me fait penser en tout cas. Le sigle à la tête de taureau. Donc Toyota, c'est la marque la plus courante de très loin à Yakoutsk et de façon générale en Yakoutie. Comme tu peux le voir, la vidéo n'est pas inversée gauche-droite. Le volant est bien côté droit et non côté gauche comme en Europe. Donc c'est le système anglais. Pourquoi on a le système anglais? Parce qu'en fait, la plupart des voitures ici, elles viennent du Japon. Elles sont directement importées du Japon. Et le Japon conduit à gauche avec le volant à droite, comme au Royaume-Uni. C'est d'ailleurs de là-bas que vient leur façon de conduire au Japon. Et du coup, donc, ce sont des imports directs en passant par Vladivostok, qui est juste en face du Japon. Et pourquoi autant de voitures japonaises? Parce que ce sont des voitures en fait de très bonne qualité, qui durent longtemps, qui sont relativement faciles à réparer. Et puis comme il y en a beaucoup, on trouve relativement facilement, voire assez facilement, des pièces de rechange aussi, pour plein de modèles différents. Et donc du coup, par contre, on conduit à droite, parce que la Russie conduit à droite dans tout le pays, que ce soit à Kaliningrad ou justement à Vladivostok. On conduit à droite, donc comme dans la plupart des pays européens, Royaume-Uni excepté. Et du coup, quand on a le volant à droite, ça demande aussi de changer un petit peu ses réflexes. Par exemple, rien qu'au niveau des clignotants essuie-glace, c'est exactement l'inverse. Donc voilà, quand tu veux mettre les clignotants et que tu mets les essuie-glaces à la place, voilà, ça c'est le truc typique du débutant, on va dire. Ce qui m'est arrivé plein de fois aussi, qui m'arrive encore de temps en temps quand je suis un peu fatigué ou quand j'ai la tête ailleurs. Et donc voilà quoi, il y a évidemment dans les carrefours aussi, c'est un peu compliqué des fois parce que t'as pas la meilleure visibilité puisque tu es assis, on va dire, du mauvais côté. Donc voilà, c'est un petit peu certaines contraintes liées à ce fait que la plupart des voitures, toutes les voitures japonaises en fait, sont directement importées du Japon. Voilà, donc c'est assez logique aussi d'un côté. Alors quelles sont les autres marques de voitures courantes ici en Yakoutie, principalement à Yakoutsk? On peut citer par exemple UAZ, qui est donc une marque russe, qui est d'ailleurs une marque, on pourrait dire, soviétique, puisque les usines UAZ ont été créées pendant l'ère soviétique. Et ce sont des voitures qui roulent toujours, qui sont toujours construites. Et alors les UAZ, il y en a plusieurs modèles évidemment. L'un des plus connus, c'est la Bukhanka, c'est une espèce de minibus 4x4 qui est un petit peu, moi que je trouve super sympa, qui n'a quasiment pas évolué depuis ses origines au niveau de la carrosserie, tout ça. Donc c'est une mécanique extrêmement simplifiée. C'est vraiment super basique. Par contre, ça passe de partout. Donc le confort, c'est presque zéro, mais ça passe de partout. Donc c'est l'un des modèles. Après, il y a aussi la Lada Niva qui est très courante. Donc aussi un petit 4x4 qui existe en 3 portes et en 5 portes, qui est aussi très courante. Mais d'ailleurs, c'est l'un des rares modèles russes, de modèles de marque russe qu'on trouve en Laponie. On en a beaucoup en Suède. Elles sont très recherchées, notamment par les chasseurs. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Donc, ensuite, c'est principalement, voilà, il y a très peu de marques européennes, style BMW, Audi, Jeep. Voilà, il y en a très très peu. Renault, on n'en parle même pas. Il y a quelques Dacia, mais c'est très très peu. C'est surtout des marques japonaises. Alors pourquoi il n'y a pas de marque européenne? C'est principalement lié aux sanctions. Depuis que les sanctions sont tombées, donc à partir de 2022, les marques européennes ont chuté radicalement dans toute la Russie et principalement ici dans l'Extrême-Orient parce qu'on est vraiment géographiquement parlant très très loin de l'Europe. Donc du coup, c'est aussi assez normal quoi. Mais voilà, donc ici c'est principalement un parc automobile japonais avec Toyota largement en tête, très très largement en tête. Et puis après, t'as encore Nissan, Mitsubishi, Subaru, etc., etc. T'as les marques coréennes aussi, Kia et comment elle s'appelle l'autre, Hyundai. Tu as très très peu de marques chinoises. Ça existe aussi, mais il y en a très très peu à Yakoutsk.
Par contre, elles inondent le reste du marché, on va dire, russe, européen, donc principalement dans les grosses villes, donc Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni-Novgorod, tout ça. Là, ça fourmille de voitures japonaises, de voitures chinoises, des marques que tu n'as jamais vues en Europe. Et il y en a vraiment de toutes les tailles, quoi. Ça va du gros 4x4 à la petite voiture de ville pour aller faire ses courses. Mais ici, à Yakutsk, il y en a très 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 peu. Alors, au niveau du carburant, eh ben, je n'ai encore jamais vu de voiture électrique, mais je sais qu'il y en a. On m'a dit qu'il y en avait, mais qu'elles sont principalement utilisées l'été. Donc, pour des raisons, je dirais, assez logiques aussi. Parce que quand il fait moins 40, moins 50, les batteries, à mon avis, elles doivent prendre plein la figure. Donc voilà, c'est pas vraiment le climat idéal pour les voitures électriques. Et d'un autre côté, très bien, parce que c'est un gros foutage de gueule. C'est en tout cas mon opinion. Bref. Alors tiens, puisqu'on parle de voitures, tu as certainement dû voir, alors c'est plus vraiment d'actualité, mais ça a duré pendant très longtemps, que le Internet a été inondé d'accidents de voitures filmés en Russie. Alors pourquoi il y a autant d'accidents de voitures en Russie? En fait, je pense pas qu'il y en ait plus qu'ailleurs, mais la raison, c'est que en fait, il était obligatoire pendant une certaine période. Maintenant, c'est plus obligatoire, mais c'est quand même vivement conseillé d'avoir en fait une caméra juste ici, en dessous du rétroviseur intérieur, pour filmer la route en continu. Et ça, c'était en fait une demande, c'était obligatoire, pas de façon gouvernementale, mais en fait, c'est les assurances automobiles qui exigeaient d'avoir des preuves satisfaisantes en cas d'accrochage. Et du coup, la seule façon d'avoir une preuve acceptable, c'est d'avoir une caméra ici qui filme en continu ce que tu fais et ce qui se passe sur la route. Donc la caméra, évidemment, dirigée vers l'avant de la voiture, vers ce qui se passe sur la route. Et c'est pour ça, en fait, qu'Internet a été inondé de ce genre de vidéos, parce que quasiment tout le monde avait ce genre de caméra installée sur la voiture. Et du coup, voilà. Alors pourquoi c'est pas le cas dans d'autres pays? Pourquoi c'est d'ailleurs plus le cas aujourd'hui? Je t'avoue que honnêtement, j'en sais trop rien, quoi. Mais alors du coup, tu peux peut-être te demander, est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents de voiture en Russie? Alors déjà, je vais pas te parler de la Russie en général, parce que je connais pas toute la Russie. Je vais te parler de Yakoutsk, où j'habite donc depuis 4 mois et demi. Et ce que j'ai vu, c'est que tous les jours, il y a au moins un accrochage en ville. À chaque fois que je sors en ville, il y a au moins un accrochage quelque part. Et ça, c'est ce que moi, je vois. Donc, à mon avis, il y en a une dizaine, voire plus par jour. Mais pourquoi? Alors, on est toujours en hiver. Les routes sont toujours verglacées, évidemment. Quand il y a des changements de température, c'est là où les routes sont le plus verglacées, justement. Entre, justement, alors une sorte, c'est pas du dégel parce qu'il fait trop, ça reste dans le négatif encore. Mais avec le passage des voitures, etc., la route, c'est vraiment une patinoire. Quand tu la traverses à pied sur les passages cloutés, c'est là que tu te rends compte. D'ailleurs, les passages ne sont pas cloutés. Euh, mais c'est bien d'avoir des chaussures cloutées. Et en parlant de clous, justement, il y a très 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 peu de voitures qui ont les pneus cloutés. Ce qui, moi, ayant vécu un quart de siècle en Laponie, m'étonne énormément, parce qu'en Laponie, quasiment tout le monde a des pneus cloutés en hiver, justement parce que les clous accrochent beaucoup beaucoup mieux sur le verglas. Donc ça n'a rien à voir avec la neige, c'est vraiment en rapport avec le verglas, avec la glace sur la route. Et ici, bizarrement, quasiment personne n'a de pneus cloutés. J'en ai vu quelques-uns, mais c'est vraiment des cas, c'est vraiment des cas exceptionnels, on va dire. C'est vraiment des cas isolés. Et ça m'étonne énormément. Donc du coup, quand tu n'as pas de pneus cloutés, forcément, le temps de freinage et la distance de freinage est beaucoup plus longue en hiver. Et du coup, il y a pas mal de carambolages. Alors, pour l'instant, je n'ai vu quasiment que de la tôle. J'ai vu un accident où il y avait le SAMU qui est venu. C'était d'ailleurs hier. Et mais sinon, voilà, c'est de la tôle, c'est du plastique. Alors, c'est des choses qui coûtent cher, oui, mais voilà, c'est des petits accrochages à la con, on va dire. Voilà, dans les carrefours, au feu rouge, dans les ronds-points, voilà, les endroits en fait où il y a des freinages brusques
assez fréquent. Donc voilà. Et donc là, on va arriver à un rond-point. Et tu vas voir que là, moi, je le prends le rond-point, je le prends à la française, tu vois, à l'européenne. Quand je vais à gauche, bah, je me mets sur la file de gauche, etc. Je mets mon clignotant à gauche. Après, je change le clignotant quand je change juste avant de changer de voie dans le rond-point. Mais je suis une exception. Ici, c'est un peu à la n'importe quoi. Déjà, il y a 3 voies là sur ce rond-point. Et je sais pas si ça va se voir à la vidéo. Je sais pas s'il est incliné comme il faut. On va voir si je peux changer un peu l'inclinaison, comme ça peut-être. Voilà. Tu vas voir que c'est un petit peu hors tu vois, tout le monde n'a pas les feux allumés. Alors soit parce qu'il a oublié de les allumer, soit parce que ils ne marchent pas. On sait pas trop. Alors lui, il fait quoi lui? Allez, avance. Il y en a un autre qui arrive sans clignotant. Il met son clignotant pour sortir une demi-heure trop tôt. Hop, allez, on y va. Je change mon clignotant à la française. Les gens me laissent passer. Très bien, tout va bien. Hop, je suis encore vivant. Tout va bien. Alors après, il faut faire gaffe aux nids de poules. Il y en a pas mal. Là, devant moi, j'ai une Buranka. Une voiture que j'aimerais beaucoup conduire. J'ai jamais conduit. Alors, j'ai déjà été passager dans une Buranka à plusieurs reprises. Mais j'ai jamais conduit de Buranka. J'aimerais vraiment essayer parce que c'est assez particulier à ce qu'il paraît. Et alors, il y a beaucoup de gens, justement, alors tous ceux qui sont adeptes à Toyota et aux marques japonaises de façon générale, qui disent que les marques russes, en fait, tu les conduis une journée et tu les répares pendant 2 jours après, quoi. Donc, je pense qu'il y a un peu de vérité, mais il faut quand même prendre ça avec une pincée de sel, parce que j'arrive pas à expliquer comment, pourquoi, autrement, pourquoi il y a autant de gens qui décident d'acheter justement, par exemple, une Buranka, donc cette espèce de minibus 4x4, alors qu'ils font des distances énormes à travers la République de Yakoutie, sur des routes plus ou moins en bon état, et qui travaillent avec ce genre de voiture, quoi. Donc il y a même la police utilise aussi ce genre de voiture, les ambulances aussi. Enfin, c'est vraiment une voiture qui est très très courante. La Poste, c'est un modèle de voiture qui est vraiment très très courant, et particulièrement ici en Yakoutie, quoi, de ce que j'ai pu voir pour l'instant. Alors que tu vois à Moscou par exemple, c'est rare d'en voir, quoi. Après bon, c'est vrai que c'est pas super glamour comme bagnole. C'est une voiture qui a été construite pour justement pour des conditions difficiles, pour des routes pourries. Et voilà, elle est pas super jolie. Moi, je la trouve sympa, quoi, si tu veux, mais bon, voilà, elle est pas moderne, elle est pas confortable. Voilà, c'est pas une voiture pour aller au bureau tous les jours, quoi. C'est pas du tout fait pour ça. Et c'est pour ça que dans les grandes villes, t'en vas très peu, quoi. Par contre, dès que tu vas un petit peu à la campagne, t'en vas de plus en plus. Et puis, donc dans les régions du nord de la Russie, que ce soit ici ou dans la région de Mourmansk, Arkhangelsk, etc., tu en vois aussi plus. Mais je pense qu'il y a quand même une raison pour laquelle autant de gens ici choisissent ce modèle de voiture. C'est parce que non seulement elle passe partout, mais je suis pas sûr qu'elle soit aussi sujette à des réparations constantes comme les gens disent. Je pense que ça dépend aussi beaucoup du conducteur, et que si le conducteur est bourrin avec sa voiture, forcément il en récolte les fruits au travers des réparations plus ou moins inutiles, quoi. Mais voilà, donc là encore, je suis sur la route qui mène chez moi, et comme tu peux voir au niveau sur la caméra, là, t'as presque l'impression d'être en bateau, parce que la route est pas goudronnée, assez chaotique. Mais il faut toujours garder à l'esprit que en cette période de l'année, donc là on est en mars, on est mi-mars 2026, c'est en fait la meilleure période de l'année au niveau de l'état des routes. Et que dans à peu près un mois de ça, ce sera la pire période de l'année, avec la fonte des neiges et les ornières énormes, etc. Donc tout ça dû au climat, au pergélisol.
Donc voilà, on verra quand ce temps-là arrivera. D'ailleurs, il y a des chances que je fasse une vidéo sur justement les routes non goudronnées, on verra. C'est une idée que j'ai en tête. Après, on verra comment ça se fait dans la pratique, parce que bon, bah, j'ai pas non plus la voiture à mon entière disposition 24/7. Donc voilà, on verra comment ça se passe. Hop là, c'est un peu on va presque à choper le mal de mer. Que tu vois là, je dois être à 5 à l'heure. Hop, et puis j'arrive. Allez. Alors tu vois, aujourd'hui, il neige. Et ce que je vais te montrer, en fait, c'est la route là qui est derrière moi. Tu vois les panneaux bleus là. La route qui va donc par là-bas. Il y a une centrale de gaz. Je sais pas exactement ce qu'ils y font. Mais ça pour te dire que donc cette route là, que tu vois là, qui vient donc, attends, dans l'autre sens, qui vient donc par là-bas, enfin, bref, elle est asphaltée. Alors que celle qui monte là-bas, donc vers mon lieu de travail, vers la colline, elle n'est pas asphaltée. Donc, comme tu peux voir, là où il y a le chien qui se promène, et ben c'est assez nickel en fait. Et c'est la route, elle est vraiment en très bon état maintenant, mais parce que c'est l'hiver, parce qu'il y a plein de neige qui la recouvre, et du coup tous les nids de poules ils sont recouverts de neige. Et en plus de ça, tu vois là où la voiture elle monte là, hop. Et du coup en fait là la période en ce moment, donc l'hiver, à la fin de l'hiver, et où il y a en fait de plus en plus de neige parce que les températures remontent, là il fait environ de -10, -15, un truc comme ça. Du coup en fait c'est la meilleure période de l'année pour se déplacer sur ce genre de route non goudronnée. Oh, il y a le chien le chien qui s'impatiente. Ouais, Nanook. Hey Nanook. Ouais, et du coup, à la période de l'année où la neige fond, ben, la route elle devient ignoble. Et là, tu passes quasiment que en 4x4, quoi. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est vraiment nickel. Et bizarrement aussi, il y a même elle est déneigée, quoi. Donc après, elle va donc sur notre complexe touristique, mais pas seulement. Il y a aussi quelques autres. La route se divise encore 2-3 fois. Et il y a plein de cabanes à louer, etc., de petites maisonnettes à louer pour les touristes. Et du coup, en fait, c'est la raison pour laquelle la route est déneigée l'hiver. Et je vais te montrer, en fait, elle est vraiment nickel en ce moment, quoi. Donc voilà la fameuse route. Commence les vacances avec un café. Un peu de pub. Et puis tu vois surtout qu'il y a une sorte de barrière là. Et la barrière, en fait, il la ferme justement à la période du printemps, quand la neige fond, pour éviter justement que les véhicules défoncent la route complètement. Donc elle est fermée pendant quelques semaines suivant la météo. Mais là tu peux voir qu'elle est vraiment nickel, quoi. Et moi qui l'ai vue donc déjà début novembre, je peux te dire que là elle est absolument nickel. Parce que déjà au début de l'hiver, mois de novembre, elle était très cabossée. Et que en fait, avec les chutes de neige, plus le déneigement, elle est devenue de plus en plus lisse. Donc tu vois là, il y a une voiture qui passe. Bon, alors j'espère que tu as appris 2-3 trucs intéressants sur les problématiques liées à la voiture dans la ville la plus froide au monde. Et j'espère que tu vas mettre un pouce en l'air pour cette vidéo. Que si tu as des questions, pose-les, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mets tes commentaires aussi. Tu peux partager la vidéo aussi, c'est un truc qui
qui aide beaucoup les algorithmes d'ailleurs à la propagation de cette vidéo et de la chaîne de façon générale. Et du coup, d'ici la semaine prochaine, eh ben, je te souhaite plein de bonnes choses. Fais attention au volant, sois prudent sur la route et prends soin de toi. À très bientôt. Paka paka.